Donc tu vas te présenter, hein, c'est plus simple, n'est-ce pas? Et nous dire qui tu es, ce que tu fais, hein, reprendre un peu les éléments tout à l'heure. D'accord. Tu as Alors, je m'appelle Wendy Apinango Ngia. Je suis historienne de formation et doctorante en histoire et j'enseigne l'histoire en lycée, en France. Et donc là, l'objet de notre échange, hein, parce que c'est une vidéo qui sera diffusée sur la chaîne de Fédéralitude Internationale, c'est aussi de faire connaître d'autres formes d'organisation humaine, d'autres formes de gouvernement parmi les humains. Et là, tu vas nous parler du royaume de Lesotho. Du royaume de Lesotho. Donc le royaume de Lesotho est un royaume qui a été constitué en fait à partir du 19e siècle. Donc le groupe Soto-Tswana, c'est un groupe qui est important en Afrique australe, c'est un groupe bantou d'Afrique australe. Donc le groupe Soto-Tswana s'étend jusqu'au Botswana, hein, jusqu'au Lesotho et dans l'Afrique du Sud, dans l'État libre et dans le Transvaal notamment. Donc c'est un grand groupe et le peuple Soto, c'est un peuple qui a dû migrer dans les monts. C'est un petit peuple hein, quand même, le Lesotho. Hein. Il y a combien d'habitants aujourd'hui? En fait, les Soto, c'est un peuple qui est... L'État actuel. Oui, 2 millions d'habitants. Ouais. Mais les Soto sont aussi en Afrique du Sud. Il y a plus de Soto en Afrique du Sud en fait que les Soto. D'accord. Et donc c'est un peuple qui a été créé en fait. Le royaume a été créé par des alliances. Super. Par des alliances, c'est-à-dire que le premier roi du Lesotho, qu'on appelait Moshoeshoe, n'a pas fait une guerre contre ses alliés. Il a épousé des femmes dans quasiment tous les clans. Il a marié ses filles et ses fils à tous les autres clans, de manière à ce que tout le monde soit interdépendant, mais sans faire disparaître les groupes, les clans Soto. Donc il y a toujours des chefs Soto pour chaque clan Soto. Super. Sachant que ces chefs-là eux-mêmes, et pourtant ont des mères ou des pères des fois d'autres groupes, puisqu'il y a un intermariage entre les gens. Mais ils n'ont pas disparu en tant que groupe. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, le roi du Lesotho avait été critiqué parce qu'il y avait eu un problème avec le Fonds monétaire international. Il avait contracté une dette et... Non, c'est le roi du Swaziland, je pense. Ah, c'était le Swaziland, oui. Qui avait construit des palais pour ses 12 épouses. Oui, c'est le Swaziland. Non, au Lesotho, c'est un royaume constitutionnel. D'accord. C'est un royaume... Donc très bonne précision. Donc c'était pas lui, mais non. Il a combien d'épouses? Non, lui, il a une seule épouse. Bon, depuis 2 générations, ils ont une seule épouse, mais les ancêtres étaient le grand-père, arrière-grand-père, des polygames. Et d'ailleurs, la polygamie est un instrument de pouvoir. Bien sûr. Il faut le savoir. Le premier roi du Lesotho, moi-même, étant spécialiste de Moshoeshoe Ier, oui. Qui avait plus de 100 épouses répertoriées. Oui. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à chercher l'histoire des épouses. Oui. En fait, ma thèse, c'est sur la polygamie comme instrument de pouvoir. Super. Et instrument de création d'identité et de cohabitation. D'accord. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, de manière à montrer que la polygamie... Bon, au passage, tu sais, je suis de la 5e génération du roi Doé. Et le roi Doé avait 11 épouses. Ensuite, un de ses petits-fils, Nilobert, dont je suis la 3e génération, lui, il avait 5 épouses. Alors, ça veut dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la fonction du mariage. Voilà. Dans ces sociétés, il y a une fonction sociétale du mariage. Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes dans des mariages, on va dire, jouissifs, individualistes. Voilà. Ok, donc c'était... Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment étudié cette question-là. On pourra faire un sujet là-dedans, mais... J'ai étudié cette question-là. Oui. Et donc, le roi Moshoeshoe a été formé pour être roi. Il a été voir un grand sage et un grand polygame qui s'appelait Mokholomi. Oui. Et il lui a demandé un peu comment on faisait pour être un bon roi. Un peu comme on voit dans Salomon, dans l'Ancien Testament, qui a demandé mais Dieu, comment je fais pour être un bon roi? Mokholomi lui a donné 3 conseils. Oui. Je pense que toute personne qui veut gouverner un groupe social en Afrique devrait
entendre parler de ces conseils, ne fût-ce que parce que ça a été vraiment effectif. Et il y a un roi en Afrique qui a utilisé ces conseils et qui a gouverné. Et ses descendants sont toujours là-bas, au Lesotho. Oui. Et donc, ça a été efficace. Ok. Le premier conseil, c'est des modèles éprouvés. Pour diriger un peuple, Oui. il faut l'aimer. Okay. L'aimer, c'est-à-dire travailler dans son intérêt. C'est ça. Deuxième conseil, il faut le connaître. C'est-à-dire connaître chaque portion du peuple, chaque groupe, chaque Super. culture, connaître. Nos anciens, pour revenir au Gabon par exemple, parlaient souvent plusieurs langues. Il y a des gens qui parlent le fon, le miel et le poulou. Parce qu'ils savaient qu'avec les responsabilités qu'ils avaient, il était important qu'ils sachent comment chaque personne se comportait. Moi, je vois des gens, moi j'ai un grand-père qui a travaillé à Pont-Gentil par exemple, qui parlait le miennet, qui a travaillé à Libreville, qui comprenait le fon. Et ça lui a permis, étant infirmier, de parler aussi à des patients qui n'étaient pas toujours francophones. Ça permet de se connecter au plan affectif et puis de connaître la culture de l'autre, de le respecter aussi dans ce qu'il est, de ne pas commettre d'impair. Donc, aimer le peuple, connaître chaque portion du peuple, avec ses habitudes, ses coutumes, sa culture, sa langue. On s'adresse aux fédéraliens là. Et troisième conseil, les gens qui aiment fédérer, qui a été donné à Moshweshwe, épouser. Super. Épouser. Et donc, il ne comprenait pas bien. Alors mon clou lui a dit, mais tu penses que moi j'ai toutes ces épouses là pourquoi? Pour être en paix avec un grand nombre de personnes. Pour être en paix et en relation d'amitié avec un grand nombre de personnes. Et c'est comme ça qu'il est devenu un allié, un grand fédérateur. Alors que, à l'inverse, on connaît le modèle de Chaka, grand guerrier. Le guerrier par excellence en Afrique australe, c'était Chaka. Mais Chaka n'a régné que par la guerre. Chez les Zoulous, sous le règne de Chaka, il était interdit aux soldats de se marier sans l'autorisation de Chaka. C'est-à-dire que c'était un royaume militaire. Et on sait tous comment il a fini. Chaka a commencé par tuer son père, il a été tué par son frère. Donc c'est-à-dire, c'est pour dire à quel genre de modèle on a affaire et quelles sont les conséquences. Il faut que chacun comprenne que la violence est peut-être efficace à court terme, mais elle finit toujours par commencer. C'est une impasse. Oui, c'est une impasse. Voilà. C'est une impasse. Et à peu près à la même période, au 19e siècle, nous avons, à contrario, Moshweshwe qui choisit donc de dire, mais nous voilà avec un conglomérat de gens. Il faut qu'on s'allie. Comment on fait pour s'allier? Chez nous en Afrique, ce n'était pas le papier qui alliait les gens. Non. C'était le sang. Une fois que tu as des enfants dans une famille, vous ne pouvez plus vous faire la guerre. Des alliances. Voilà. C'est ça. Il a donc épousé dans tous les clans. Super. Surtout. Il s'en est fait des alliés. Il a donné ses filles en mariage dans les autres clans. Ses enfants ont épousé aussi dans les autres clans. Il a épousé même jusqu'aux Bushmen. Super. Et quand les missionnaires sont arrivés, on leur a demandé, mais tu ne veux bien que certaines femmes se convertissent, mais tu ne veux pas les donner à d'autres en mariage, pourquoi? Il dit, mais non, si elles vont en mariage chez d'autres personnes, je perds l'alliance. Un autre va bénéficier de ce lien. Donc elles peuvent devenir chrétiennes si elles veulent et puis ne plus avoir de relation maritale avec moi, mais elles restent mes épouses. Dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire qu'elles sont en âge, elles ont déjà fait des enfants, donc le lien est là. Je continue à m'en occuper, mais il est hors de question que d'autres les épousent. Parce que le mariage était un lien social, un lien politique au sens premier du terme, c'est-à-dire le vivre ensemble, créer de la cohésion dans la société. Le mariage était un socle social. Aujourd'hui, on épouse quelqu'un pour se faire plaisir. Jouissif. Voilà pourquoi on appelle ça le mariage reptilien. Le cerveau reptilien qui veut juste son plaisir. Et pourtant, les Mpongo ont un proverbe qui dit qu'une seule faute ne détruit pas le mariage. Parce que les gens ne se mariaient pas pour voir si le mari couchait avec une autre femme ou si de temps en temps la femme n'avait pas un amant. C'était pas ça le socle du mariage. Les mariages d'avant duraient parce que le mariage avait une importance sociale, avait une utilité sociale et politique primordiale. C'était l'alliance de deux clans, l'alliance de deux grandes familles, l'alliance de deux peuples. Et nous avons perdu cette fonction-là. Donc pour revenir au roi du Lesotho, oui. Il a donc créé une fédération de clans. D'où la fédéralité. Voilà, le Lesotho c'est une fédération de clans qui existe toujours,
quand on a le schéma du Lesotho, on dit que le roi du Lesotho est le chef des chefs. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les décisions en dehors des autres chefs. Il ne peut pas décider en dehors. Il ne fait que... C'est un modèle collégial. Chaque chef, c'est-à-dire que chaque clan, chaque clan a toujours, les Bafokeng ont toujours leur chef. Tous les chefs existent toujours. Morena, c'est un modèle collégial, oui, c'est-à-dire qu'on prend les décisions ensemble. Oui, lui ne se fait que le porte-parole des décisions qui sont prises ensemble. Lui, il est le représentant de la collectivité, de l'alliance. Et il ne peut pas épouser une femme de son clan. C'est pour ça que de toute façon, ce sont des alliances. Voilà. Il est déjà lié. Donc lui-même, sa mère n'est forcément pas. Donc il est forcément le neveu de notre clan. C'est ça. Il est forcément le neveu de notre clan. Quand même bien... Ses enfants vont forcément épouser d'autres clans. Donc en fait, il ne peut pas prendre des décisions de manière autoritaire. C'est une pépite, je vais prendre ton micro, hein. C'est une pépite anthropologique, sociologique que nous livre Wendy en ce moment, docteur Wendy. Hein. Doctorante encore. Bon. Et c'est important, moi ça m'a beaucoup étonné, je me suis dit mais c'est quand même étrange. Et même les Sotos qui sont en Afrique du Sud se réfèrent toujours à leur chef. Ils ont des chefs en Afrique du Sud. Et cette fédération-là a été très utile du temps de l'apartheid, parce que vous savez que les Sotos est enclavé. Et donc, il y a des Sotos qui ont subi l'apartheid en Afrique du Sud. Moi, j'ai des amis dont la mère est sud-africaine et le père Soto. Et donc, justement, par ces jeux d'alliance, il y a beaucoup de Sud-Africains Sotos qui sont venus étudier en Afrique du Sud. Et grâce à ces jeux de clans, de fédérations, qui ont trouvé asile aussi parfois au Lesotho. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de leur culture. Et aujourd'hui, surtout moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le côté de la justice. Parce qu'au Lesotho, il y a une justice bicéphale. C'est-à-dire que quand on a un conflit au Lesotho, on peut choisir d'aller ou à la justice des Blancs, ce qu'on appelle la justice des Blancs, c'est-à-dire qu'une justice, quelque chose à l'anglaise, puisque c'était un protectorat anglais, ou la justice des chefs. Parce que les chefs sont aussi juges coutumiers. Mais les juges, ils peuvent juger des problèmes de terrain, ils peuvent juger des problèmes, vraiment des problèmes... ce sont des juges. Donc on a le choix. Un peu comme les chefs de quartier aujourd'hui, on essaie de le mettre au Gabon aujourd'hui, les chefs de quartier. Non, mais eux, ils ont plus de pouvoir, ils ont vraiment un pouvoir traditionnel, ils ont un pouvoir réel. Oui. C'est-à-dire qu'ils rendent la justice comme les juges. C'est-à-dire qu'en cas de conflit avec son voisin, avec n'importe qui, sa femme, on a le choix entre la justice donc à l'anglaise et la justice traditionnelle. Eh bien, au minimum 80% des Sotos choisissent la justice traditionnelle. Wow. Et je ne parle pas des gens qui sont seulement au village. Wow. Moi, le père de mes amis chez qui je vivais était un éminent intellectuel, un anthropologue de grand talent. Donc, c'est quelqu'un qui a étudié en Angleterre, qui connaît très bien la culture britannique. Oui. Mais ces problèmes, il les réglait toujours chez le chef. Et je lui avais demandé, mais pourquoi tu vas toujours chez les chefs pour régler les problèmes, papa? Il me dit, mais tu sais, il ne suffit pas que de rendre justice. La justice, c'est une chose. Mais après, il faut vivre ensemble. C'est ça. Le chef, lui, il sait qu'il faut préserver le vivre ensemble et l'intérêt du groupe. Les juges là-bas, il va prendre le type, il va le mettre en prison. Oui. Cet homme a des enfants, a une femme. Pour un problème d'accident, on va te mettre en prison. Mais une fois que tu es en prison, tu me rembourses comment? Tu fais comment pour faire vivre ta famille? Une famille qui est démunie, ça, c'est peut-être de la délinquance chez les enfants. Donc le chef trouve toujours un moyen de rendre justice tout en préservant le vivre ensemble, qui fait que vous ne devenez pas des ennemis dans la communauté. Parce que si une famille se retrouve privée, par exemple, du principal pourvoyeur de ressources, les enfants peuvent devenir délinquants, ça amène du trouble dans la communauté. Et puis demain, la famille devient aigrie et peut s'en prendre à celui qui a fait en sorte que l'enfant aille en prison, par exemple. Il est rare que ce genre de décision arrive. C'est-à-dire que le chef connaît l'histoire, le chef connaît les gens, il connaît la culture. Je vous rappelle les 3 principes. Pour être un bon gouvernant, à tous les points de vue, il faut aimer le peuple, il faut le connaître et il faut s'y allier par le mariage. Voilà. Vous avez bien retenu, hein, 3 principes. Oui. Voilà. Alors, bon, on va conclure. Et donc la fédération
Chez eux, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est un mode d'être. C'est-à-dire qu'on sait que quand on arrive, c'est un autre moi, les autres clans sont d'autres nous, et on doit vivre ensemble tout en respectant les spécificités. Les autos, par exemple, chaque clan a son animal totémique. D'accord. Et chaque clan respecte son animal totémique. Quand il y a des fêtes, on donne la place à chacun. À chacun. Et il n'y a pas que les Sotos ou les Autos, il y a aussi des Nkosa, il y a des Bushmen, et chacun a une place. Et je pense que si aujourd'hui il y a des problèmes politiques, les problèmes politiques sont au niveau de la politique des Autos, c'est-à-dire que ceux qui étaient calqués sur l'Occident, oui. Bon, et qui marchent en Afrique comme nous on sait, hein, oui. On ne sait pas si ce sont des démocratures ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de problème au niveau de la chefferie. C'est-à-dire que les problèmes politiques sont simplement au niveau de tout ce qu'on a voulu calquer sur l'Occident et qui se passe comme on connaît en Afrique. Oui, oui. Mais au niveau des chefs, ils sont des régulateurs sociaux très efficaces parce qu'ils connaissent, ils sont vraiment dans le pays et ils respectent des règles de vivre ensemble qui sont propres à la communauté qu'ils dirigent. Donc il faut vraiment, je pense, être conscient que nous sommes au Gabon par exemple, plusieurs peuples qui ont décidé de vivre ensemble ou qui sont retrouvés de toute façon sur le même territoire appelé Gabon à vivre ensemble. Il faut, oui. Je pense, prendre de notre substrat culturel, le valoriser. C'est-à-dire que ce n'est que si le Pounou peut être pleinement Pounou, le Mienné pleinement Mienné, le Fan pleinement Fan, le Gissir pleinement Gissir, le Nzebi clairement Nzebi, le Teke clairement Teke, le Wamba clairement Wamba, que ces gens-là pourront vivre ensemble. C'est-à-dire donner la place à chacun là où il est. Aujourd'hui, l'un des États qui fonctionne le mieux en Europe, c'est la Suisse. Pourquoi? Parce que celui qui parle roman, français peut parler français, celui qui parle italien peut parler italien, celui qui parle allemand peut parler allemand, mais ils sont tous conscients d'être suisses, de travailler pour l'intérêt de la Suisse, et même les hommes politiques suisses, on ne les connaît pas. Nous sommes tous la personne est capable de dire qui est le président de la Fédération de la Suisse. Parce que chacun est pleinement ce qu'il est, donc n'a pas vocation à accaparer l'État. Oui. N'a pas vocation à accaparer l'État. Or, aujourd'hui, dans nos pays africains, on a une vocation à accaparer l'État et à vouloir imposer aux autres sa façon de fonctionner. On voit que c'est des problèmes qui existent partout, même dans des pays qu'on estime qui fonctionnent bien. Hier, j'étais avec un ami casamancé, par exemple. Oui. Ils ont des problèmes aussi au Sénégal, parce qu'on veut leur imposer le Wolof, on veut leur imposer la culture. Là, au Casamance, ils sont majoritairement... Ils ont même eu un moment à faire une rébellion. Oui. Une rébellion, oui. Et c'est le non-respect des identités, l'accaparement du pouvoir d'État par des minorités qui crée ça. Et c'est parce que nous ne fonctionnons pas bien. Il faut se dire que cette forme d'organisation n'est pas faite pour nous. Déjà, en France, ça fonctionne pas trop mal, mais bon, vraiment difficilement. Quelle forme d'organisation? C'est-à-dire l'État jacobin. Voilà, l'État jacobin est une forme d'organisation qui ne fonctionne pas bien. Oui. Ici en France, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire de la France, il faut le savoir, hein, les Basques en Espagne et en France ont été, comment on appelle ça, ont demandé longtemps leur indépendance. On a écrasé les identités. Oui. Les Corses sont toujours, comme on le sait, souvent très virulents. Donc il faut se dire hein, que le modèle jacobin est un modèle qui a effacé les identités, qui a voulu gommer les identités. Les Alsaciens résistent un peu parce que, bon, à cause du concordat, oui. Mais le malaise aussi en France vient de ça. On ne peut pas comprendre aujourd'hui le malaise qu'il y a dans la société française si on ne sait pas que l'État jacobin a voulu gommer les identités. Et nous avons, par la colonisation, hérité de cet État jacobin-là. Qui veut qu'on se dise qu'en face de nous, tous les individus, on gomme leur identité. Non. On rendra mieux justice si on comprend qui est qui. Je vais prendre une anecdote, par exemple, qui s'est passée à la colonisation, durant le temps de la colonisation, mais qui est réelle. Hein. Un papa, il va déclarer un enfant. C'est l'enfant de sa fille qui n'est pas mariée. Oui. Évidemment, il déclare la mère, sa fille, le père, c'est lui. Alors, évidemment, plus que fréquent, hein, le problème c'est qu'à l'époque, le fonctionnaire
français qui le reçoit, je ne sais pas où le supérieur, quand il a vu les tests, il a dit que c'est l'inceste. Alors il fallait arrêter ce vieux-là. Et on lui demande, c'est ton enfant? Il dit oui. C'est ton enfant, oui, mais c'est ton enfant, ta fille? Il dit oui. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que lui il dit c'est mon enfant, pourquoi? Parce que cet enfant est sous sa responsabilité, il sera le père de cet enfant, parce que c'est lui qui va devoir l'élever, puisque la fille n'étant pas mariée, c'est lui qui va devoir élever son petit-fils, et donc il est le responsable légal, selon nos traditions, de cet enfant. Donc si on lui demande c'est ton enfant, il a répondu oui. Le pauvre vieux a fait au moins 2 mois de prison avant que quelqu'un vienne expliquer que il le dit parce que sa fille n'est pas mariée. Et chez nous, un enfant n'est pas sous X. Un enfant appartient à une famille. On n'a pas d'enfant sans identité. L'enfant, s'il n'est pas dans la lignée du père, il sera dans la lignée de son grand-père, puisqu'il appartient à la lignée de son grand-père, sa mère n'étant pas mariée. Et donc, pour vous dire à quel point l'État jacobin, avec ses lois, était un peu inadapté, très inadapté même, on peut dire, à nos réalités. Et c'est des choses qui existent encore, parce qu'au Gabon, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont des émotions père inconnues sur leur acte de naissance. Ou c'est l'oncle, ou c'est le frère de la maman, ou c'est le frère même du père. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui met son nom sur l'acte de naissance, parce qu'un enfant a toujours une lignée. On n'a pas d'enfant qui naît sans lignée. Donc quand on fait un acte de naissance, on donne une identité à un enfant. Mais sauf que, malheureusement, on nous a imposé une façon de faire. Je prends un autre exemple que beaucoup de Gabonais ne connaissent pas. La constitution gabonaise dit, je ne me rappelle pas l'article de loi, mais c'est dans la constitution, que tout enfant gabonais porte son nom auquel s'ajoute celui de son père. Oui, c'est vrai. Si, c'est dans la prénoms. constitution. Oui. Sauf que, si dans le nord du Gabon, c'est-à-dire je vais prendre une ligne, Libreville, Lambaréné au Konja, c'est-à-dire tous les peuples qui sont au nord de cette ligne-là sont patrilinéaires, dans les Kota, les Fans et les Pongwe. Mais au sud de cette ligne, ce sont des peuples patrilinéaires. Et chez les peuples matrilinéaires, on récite la généalogie par la mère. Or, quand on prend cette loi-là, elle est adaptée à qui? Juste aux patrilinéaires. Ouais. On ne pense pas aux peuples qui sont matrilinéaires, où la généalogie se récite par la mère. Ah. Donc on dit que je suis tel enfant né de telle femme, qui est elle-même née de telle femme. C'est comme ça que chez les matrilinéaires, on récite la généalogie. Or, en prenant cette disposition-là, la loi dénie à toute une partie de la population le respect de son identité. Et je vous prends un autre exemple. Le cas, par exemple, les séparations. Mais on voit bien que notre culture n'est pas là-dedans. Parce que le code civil français n'est pas adapté à nos réalités. Exact. Et comme aujourd'hui, on a beaucoup d'acculturés qui cherchent à respecter les lois du blanc, on se bat maintenant dans les tribunaux pour les gardes et tout ça là. On ne respecte pas ce qui fait notre identité. Un enfant a toujours un côté droit, un côté gauche. Toujours. Côté maternel, côté paternel. Tout individu ne peut pas vivre sans ça. Alors maintenant, on commence à voir apparaître des gens qui se disputent les gardes, des gens qui se disputent. C'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Un enfant, tous les anciens nous le diront, on ne se dispute pas sur un enfant. Parce que c'est lui causer du tort. Permettre une fragilité et au village on disait que c'est comme ça que les sorciers vous bouffent un enfant parce que vous prononcez son nom dans de mauvaises conditions à parler et aujourd'hui on ne respecte pas ça. Donc nos lois ne sont même pas adaptées à nos réalités. Rien que le nom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça veut dire que toute une partie de la population gabonaise on a rendu de fait patrilinéaire toute une partie de la population gabonaise. C'est pas normal, c'est pas normal. Et on le voit. Et après ça crée quel genre de problème? Quand on a les deuils par exemple, on est étonné de voir les neveux apparaître. Parce que les neveux, dans nos traditions du sud du Gabon, sont un plan important. Ce sont les successeurs de leur oncle maternel, mais pas successeurs pour s'accaparer les biens. Ils sont successeurs pour gérer l'héritage de l'oncle. L'héritage, c'est-à-dire le passif et l'actif. Dans le temps, un oncle qui mourait, qui laissait une femme en âge de procréer, par exemple, cette femme-là était léguée au neveu. Il épousait la femme, il pouvait faire d'autres enfants avec cette femme-là, et il devait s'occuper des enfants et de la femme.
Aujourd'hui, les gens, comme ils ont adapté la modernité, ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Non. Quand on est héritier, on prend l'actif et le passif. Et c'était des dispositions qui étaient faites en fait pour protéger les enfants et la femme, pas pour les léser. Parce qu'on estimait qu'une femme dans un village seule, le village de son mari, elle est seule, elle était fragile. Donc, alors que si elle était mariée au neveu ou au petit frère, on estimait qu'elle était toujours intégrée dans le groupe social, elle faisait partie de la vie de la société et elle était donc protégée. Ses enfants étaient protégés, leurs biens étaient protégés. Aujourd'hui, nous sommes complètement à l'ère de l'arrivisme et donc chacun choisit de s'accaparer ce qu'il veut et d'abandonner les orphelins, alors que c'est un sacrilège d'abandonner le son sang. Ce n'est pas notre tradition. Hein. Si quelqu'un vous dit moi je dois m'accaparer les biens de ton père, mais toi tu n'as rien, ce n'est pas notre tradition, ce ne sont pas nos traditions. Donc maintenant j'aimerais que chacun d'entre nous soit conscient que de fait le Gabon est une fédération de peuples qui a décidé de former un peuple. Mais nous devons réfléchir au mode de fonctionnement. Comment on fait pour fonctionner en respectant les identités de chacun, de manière à ce que l'État ne soit plus meurtrier, que l'État ne soit plus un État qui nie les identités, un État qui frustre certaines identités. Parce que ça ne mène qu'à des désastres. Qui aliènent le peuple. Oui. Les individus et les collectivités. Il faut un État qui sache respecter les spécificités de chacun, de manière à fonctionner de manière pertinente et de manière, comment on appelle ça, fonctionnelle pour tout le monde. Fonctionnelle pour tout le monde. Donc la fédéralité, dans ce sens-là, je pense, a beaucoup apporté au Gabon. Ce sera mon mot de fin. Merci Wendy pour cette... alors je reprends le micro. Tout à l'heure on pourra mettre deux micros. J'y ai pas pensé au début. Hein. L'interview devait être assez courte sur le Lesotho. Mais il y a tellement de choses à dire en fait. Hein. Donc j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. C'est des échanges que nous avons souvent entre fédéraliens et fédéraliennes. Bon, tout à l'heure, Wendy nous a parlé de la Suisse. On ne va pas conclure cette émission sans, enfin cet échange, sans voilà, présenter, vous voyez ce livre-là, ça s'appelle Démocratie sous tension, une enquête planétaire. C'est paru là au mois de mai ou, je ne sais plus, avril ou mai ou juin 2019. Et en parlant des modes de gouvernement, à la page 102, Wendy, hein. Démocratie, un attachement de façade mais des fragilités constantes. Et ici, on proposait en fait aux enquêtés, hein, les personnes qu'on a interviewées, puisque c'est une enquête mondiale, les chiffres je ne les ai plus, mais il y a eu plus des milliers de personnes qui ont été interrogées. Alors, on leur proposait 5 modes de système politique, 5 sortes. Démocratie représentative, démocratie directe, gouvernement des experts, pouvoir autoritaire, pouvoir militaire. Et puis on conclut en leur posant la question, la démocratie fonctionne bien dans votre pays. Et donc, il y avait 4 types de réponses hein, qui sont là, très bonnes, assez bonnes, mauvaises ou très mauvaises. Donc, ici on a réuni les très bons, okay, très bons et assez bons. On remarque une chose, c'est que dans ce classement, la démocratie fonctionne bien dans votre pays. On arrive au meilleur score, c'est la Suisse, 88%. Alors que la France? La France n'est qu'à 53%. 53%. À peine la majorité. Voilà, à peine la majorité. Oui. Donc il y a des frustrations. Donc il n'y a que la moitié des Français qui estiment que. Et donc, après, quand on regarde selon les types de pouvoir, on regarde ici, les Suisses, le pouvoir militaire, 10% seulement des citoyens y sont favorables. Ils ne veulent pas. Le pouvoir autoritaire, seulement 24%. Le gouvernement des experts, 42%. Et puis la démocratie directe, c'est-à-dire une démocratie où les citoyens, c'est ce qu'ils font depuis des siècles, interagissent, interviennent, etc. Bon, ils étaient à 67% et la représentative à 87%. Mais moi, il y a par exemple, en analysant ce tableau, j'ai vu
un pays que les Africains connaissent, c'est la Roumanie. Beaucoup de gens ont fait les études de médecine à l'époque en Roumanie. Il y avait le Ceausescu qui était un homme très autoritaire. Et aujourd'hui, ils sont soi-disant ils sont en train de rechercher la démocratie. Hein. Et Roumanie, je l'ai vu quelque part. Voilà, juste pour comparer. La Roumanie, la démocratie fonctionne bien dans votre pays. Il n'y a que 25% de gens qui disent oui. Donc ça veut dire 75% de gens frustrés. Et dans ces régimes, on remarque le pouvoir militaire, Roumanie, alors 24%. Pouvoir autoritaire, autoritaire 57%. Et en même temps, gouvernement des experts, 80%. Etc. Donc on voit que... Ils regrettent quasiment le pouvoir autoritaire. Autoritaire. Parce qu'ils sont perdus. Oui. Ils veulent à la fois le gouvernement des experts, ils veulent à la fois la démocratie directe, 65%. Ils veulent la démocratie représentative, 83%, donc des députés. Mais en même temps, ils vous disent que ça fonctionne mal. Donc, parce qu'ils sont perdus, tout simplement. Et c'est dire que nous qui sommes encore des pays assez jeunes, on peut rattraper le coup si on s'y met vraiment avec de la réflexion. On peut vraiment rattraper le coup. Et puis il faut dire aussi que ce qui a été entrepris en Suisse intéresse beaucoup les Français. Oui. Parce que si on a regardé ce qui se passe avec les Gilets jaunes, ils ont demandé le RIC, parce que c'est à l'image de ce qui se passe en Suisse. Donc c'est dire que la crise de la démocratie en France interpelle aussi les citoyens et ils cherchent aussi à se rapprocher du modèle suisse. Tout à fait. C'est ça qu'ils disent aussi, il faut l'écouter. C'est ça, effectivement. Voilà, bon, mais on va conclure là, ça fait 31 minutes. J'espère que ceux qui vont écouter la vidéo ont appris des choses. Voilà, et c'est le but. Hein. Ok. Je te remercie en tout cas, Wendy, d'avoir pris ce temps en cette journée de commémoration du massacre de citoyens gabonais qui revendiquaient leur victoire électorale le 31 août 2016 et qui ont été massacrés à l'arme lourde. Bon, c'est ce que aujourd'hui la communauté gabonaise commémorait à Paris. Okay? Et il est important justement de réfléchir à comment organiser le Gabon après. Tout à fait. Donc c'est pour ça que éviter ces situations. Éviter ces situations-là. Donc l'accaparement du pouvoir d'État, parce que justement chacun se dit si je n'ai pas le pouvoir de temps, je ne suis personne. Je ne suis personne. C'est ça. C'est ça. Le mal. Donc, alors qu'on peut arriver à un modèle où tout le monde aura sa place. Donc, démocratie apaisée. Apaisée. Les Suisses disent qu'ils ont un système qui favorise l'épanouissement individuel dans l'épanouissement collectif. Pas l'américaine, l'épanouissement individuel, mais individuel dans le collectif. Et on peut y arriver, je pense. Merci et à la prochaine pour une autre forme d'échange comme celle-ci.